Madame Torelli, vous parliez tout à l'heure de déontologie de la profession. Qu'est-ce que vous entendiez par là? C'est-à-dire que les violences et les harcèlements, ils sont dans tous les sens, mais ils sont aussi entre scénaristes. Et du coup, dans toutes les professions, dans beaucoup de professions, on sait plus ou moins. Enfin, il y a des choses qui se font, il y a des choses qui se font pas, qui sont pas cadrées. Mais une de nos préconisations serait par exemple que les formations, nous en tant que syndicat, on puisse demander à nos membres de se former également sur ces questions-là, pour que les alliés aient les outils, pour que les victimes aient les outils, et pour gagner en puissance, et qu'il y ait quelque chose, un travail de fond qui se fasse pour lutter contre ce genre de choses. On demande également à ce que, du coup, puisque j'en suis là, les directeurs d'écriture et les directeurs de colle, puisque le CNC va étendre l'obligation de formation de la VFT à tous les chefs de poste, mais à partir du tournage, mais il y a du travail qui se fait avant, il y a du travail qui se fait après, et que du coup cette obligation de formation pour les chefs de poste soit étendue également aux directeurs de collection et aux directeurs d'écriture. Monsieur Amir Chahi. Oui, j'ai eu la chance de travailler il y a quelques années dans le monde de la bande dessinée. J'étais à la Cité internationale de la bande dessinée, où il y a une maison des auteurs à Angoulême. Et il y a quelques années, quand on avait posé la question du statut des autrices et des auteurs, vous avez parlé de leur précarité en général, et plus particulièrement chez ces autrices et ces auteurs-là, la question avait été à traîner en longueur, jusqu'à ce que la révolution MeToo passe par là, et que lors d'un des derniers festivals d'Angoulême, la question s'est posée sur les jurys, sur les prix, et on voit maintenant dans les maisons d'édition que il y a eu quelques changements dans la considération des autrices, en tout cas par les éditeurs et les éditrices, mieux considérées qu'elles ne l'étaient avant. Est-ce que vous avez le sentiment que de manière générale, j'essaie de voir un peu pas le verre à moitié plein, mais s'il y a eu des progrès manifestes et sensibles depuis ces dernières années dans la considération, récemment je veux dire, des autrices en particulier et des scénaristes en particulier, femmes? Madame Garcia. En un mot comme en un seul, non. Je crois que la preuve la plus tangible, c'est la question de la rémunération. Les écarts dans les contrats d'auteur entre les scénaristes hommes en cinéma, ou cinéma et audiovisuel, pardon. C'est de l'ordre, entre les contrats donc, des scénaristes hommes et femmes, c'est de l'ordre de 30%. Donc c'est plus grand encore, je crois, que dans le cas des salariés, il me semble. Une autre partie de la réponse? Non? Oui, Madame Laurent. Non, juste dire qu'il y a aussi beaucoup d'essentialisation. On va aussi beaucoup inviter des scénaristes femmes sur des sujets dits féminins, on adore, où en gros, on se rend compte que le scénario est misogyne et on a besoin d'une scénariste femme pour nous le confirmer. Voilà. Et par contre, on appellerait plus rarement des femmes sur des gros budgets, des projets de science-fiction, alors qu'elles peuvent avoir une culture et une appétence là-dessus. Voilà. Madame Garcia et Madame Pujol. Je dirais même là-dessus, c'est parfois pire. On nous appelle pour travailler sur des projets, des fois uniquement comme caution. Et en fait, c'est pas tellement pour travailler ou écrire, c'est pour dire que dans l'équipe, pas d'inquiétude, il y avait une femme. Du coup, le scénario n'est pas sexiste, n'est pas misogyne, etc. Voilà, c'est ce qu'on appelle le personnage token, un peu. Voilà. Et ben, nous, on essentialise ça aussi. On nous prête aussi des qualités qu'on n'a pas forcément, c'est-à-dire s'il y a une femme, eh bien forcément elle saura décrypter le cerveau si spécial de tous les personnages féminins. Voilà, pour vous donner un exemple très concret, j'écris des scénarios où il y a des personnages masculins qui n'ont pas du tout mon âge et je n'appelle pas des scénaristes hommes de 50 ans pour qu'ils m'expliquent ce qu'il se passe. Je pense que c'est le propre du travail des auteurs. Bien évidemment qu'on peut faire de la documentation, qu'on peut être conseillé et qu'il faut aller voir des gens pour qu'ils nous racontent des choses, des éléments de leur vie, etc. Par contre, essentialiser le scénariste en pensant qu'il va représenter d'une certaine façon le personnage ou un point de vue et qu'il ne peut parler que de ce qu'il est et de là d'où il vient, ça je pense que c'est problématique. Mais c'est un autre débat. Non, c'est pas tout à fait un autre débat. Madame Pujol. Merci. Oui, moi, c'était aussi le cas en animation. Je crois qu'Anne et moi, on a vécu la même aventure. Oui, je cherche une scénariste pour du projet Preschool. On a pensé à toi, mais moi, je fais pas de Preschool, elle non plus. Le Preschool, c'est pour les tout petits, les dessins animés pour les tout petits. Voilà.
Les préscolaires, merci. Merci, parlons français, vous avez raison. C'est des formations professionnelles, c'est comme ça qu'on appelle le secteur. Mais oui, et alors que moi je fais de l'action-aventure, je fais plutôt des dessins animés, des séries 26 x 26 garçons, etc. Et on constate d'ailleurs dans les écarts de rémunération que là, en animation, il y a plus de femmes, il y a plus de scénaristes femmes parce que c'est le care, c'est des enfants, et donc les petits projets courts et mal payés, moins bien rémunérés, c'est les femmes, et puis les projets premium, comme on le disait plus tôt, les projets premium où il y a le plus d'argent, c'est les hommes qui... Voilà. Monsieur Valana. Dans cette tradition du cinéma d'auteur en France, on a le réalisateur qui est la figure centrale. On voit que dans d'autres pays, et puis aux États-Unis en particulier, parfois le scénariste est bien plus important que le réalisateur. Et d'ailleurs, ils peuvent même se permettre de changer de réalisateur. D'ailleurs, et c'est intéressant dans les séries surtout, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé des séries. Les séries aujourd'hui, quand vous regardez des séries, vous avez des scénarios extrêmement documentés avec une bible et puis un respect, enfin quelque chose de très très voilà, très carré. Et puis vous voyez, c'est suivant l'épisode, c'est pas le même réalisateur. Est-ce que vous pensez que dans notre pays, faire en sorte que les scénaristes prennent un peu plus de pouvoir serait quelque chose d'intéressant? On sort du sujet, mais je pense que c'est pas si anodin parce que le scénario, c'est quand même l'histoire qu'on raconte. Et on voit que notre cinéma a quand même pas mal, et vous avez cité tout à l'heure Geneviève Cellier, on voit que notre cinéma a quand même pas mal raconté des histoires d'hommes blancs, dominants, je vais être un peu vulgaire, se tapant des jeunes filles. Et peut-être que si on avait un peu plus de scénarios nouveaux, on pourrait aussi prescrire. J'ai déjà posé la question, vous m'avez répondu que c'était peut-être que les scénaristes étaient prêts, mais que le monde des financeurs n'était pas complètement prêt à ça. Enfin, sauf que nous, des financeurs qu'on a écoutés, jusqu'à maintenant, ils nous ont dit qu'ils étaient prêts et qu'ils avaient une politique nouvelle. Voilà. Moi, j'aime bien croire les gens quand ils nous disent des choses, surtout sous serment. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette idée que dans le cinéma français, que les scénaristes aient un peu plus de poids, ça serait peut-être pas plus mal? On n'a pas J'imagine encore que vous allez auditionné me le dire. CNC quand même, hein, donc on n'a pas auditionné Madame Rico, vous aviez demandé la parole. Oui, bien sûr qu'on est d'accord sur ça. On pense toutes que les films seraient sûrement mieux écrits aussi, puisqu'ils sont souvent écrits par des gens qui ne sont pas scénaristes. Ouais, voilà, du coup, c'est un vrai métier, un vrai savoir-faire. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, la série, elle va rendre obligatoire, en fait, à mon avis, la revalorisation de notre métier, parce qu'écrire 90 minutes, c'est différent que d'écrire des formats de donc ce qu'on appelle les 6 x 56 minutes. C'est des heures, en fait, de récit. Et là, il faut absolument des scénaristes. Et c'est pour ça que le document maître de la série, la Bible, les synopsis, les arches, c'est évidemment du travail de scénariste et c'est les documents sur lesquels sont contractualisées les séries d'un point de vue artistique. Donc, en réalité, en ce moment, il y a encore un décalage, un archaïsme de la télé qui a aussi hérité, oserais-je dire, du snobisme en fait, de la nouvelle vague. Il y a encore peu de temps, les séries étaient écrites par des réals aussi parce que c'était beaucoup plus chic en fait. Maintenant, voilà, savoir écrire un tel volume, c'est un travail de scénariste. Donc de toute façon, ça va être obligé de revaloriser ça. Madame Pujol, vous aviez levé la main et après je vous propose qu'on conclue l'audition. Merci. Alors oui, parce que le métier auquel vous faites référence est showrunner, en fait, aux États-Unis, voilà. Donc oui, c'est un fantasme de beaucoup de scénaristes, un fantasme de beaucoup de sociétés de production. Il en existe quelques-unes, des showrunners de certaines séries, Anne Landois, par exemple, notamment. Comment ? Voilà, Fanny Herrero aussi, effectivement, 10%. Les productions ont tendance malheureusement des fois, enfin souvent à confier ce rôle au réalisateur, tout un héritage de la nouvelle vague, mais ça pourrait évoluer. Mais pour que ça évolue, il faut revaloriser les tarifs de l'écriture. L'enveloppe d'écriture, que ce soit en animation ou en fiction, au regard des budgets des projets, est ridicule. Si on veut avoir des showrunners avec des writers' rooms, des rooms de scénaristes capables de travailler et de générer des séries de qualité, il va falloir payer plus. Voilà, il va falloir revaloriser son enveloppe et je ne suis pas sûre que les producteurs y soient prêts. En tout cas, pas en animation, pas pour l'instant.
Un budget un film de 10 millions. Donc un film de 10 millions, un film, hein, pas une série. Le scénariste, il touche combien en moyenne? Allez-y. Ça va dépendre de sa notoriété, ça va dépendre de plein de choses. Il peut avoir... c'est pas... alors nous, justement, ce qu'on demande, ça vous fait une bonne transition, c'est que le salaire du scénariste soit indexé, en fait, au budget du film. Pour qu'effectivement... Parce qu'on peut généralement, des fois, pas savoir combien on est payé à l'origine, que le budget du film, et que si tout d'un coup, le film on se retrouve à avoir beaucoup d'argent, 10 millions, c'est... pas mal en France, et ben que du coup le salaire du scénariste soit rémunéré, soit proportionnel. Soit proportionnel, et on est justement en train nous on demande aussi une rémunération en fait minimum du travail de scénariste, parce qu'actuellement dans le cinéma il n'y a aucun cadre en fait de rémunération minimum, voilà. Sur la base du droit d'auteur en France, la proportionnalité. Faut que vous coupiez le micro. Est-ce que la proportionnalité est la base du droit d'auteur dans notre pays? C'est-à-dire que l'auteur, normalement, est rémunéré à proportion de ce qu'a remporté. C'est la règle, hein. C'est la règle du droit d'auteur, et elle est confortée par une directive européenne. C'est une grande victoire de la France, hein, d'ailleurs, ça. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est respecté? Parce que vous avez des avaloirs, des avances sur recettes, mais est-ce que vous avez une capacité de contrôle? Si un film, s'il a une vie de 30 ans, en ayant fait 1,5 million en salle, et puis après, à la télé, à chaque fois, il fait des grosses audiences, est-ce que vous récupérez quelque chose à ce niveau-là? Merci. Je vous propose vraiment que ce soit la dernière, vraiment. Et là, je fais valoir mon autorité de présidente. Voilà. Je vous propose de répondre. Qui veut répondre à cette question sur Madame Garcia? Merci. C'est bon? Oui. On n'a pas forcément les moyens d'avoir accès à ce que touchent les producteurs effectivement sur les films. Est-ce que nous pourrions ensuite toucher effectivement, l'avantage du droit d'auteur, c'est qu'on est théoriquement associé au succès d'un film. Mais encore une fois, ça dépend des contrats, on les signe de gré à gré. Ce dont vous parlez, je pense, c'est de l'indexation. Et ça, c'est pas dans tous les contrats, et c'est pas automatique non plus. En gros, si vous voulez, pour revenir à votre question de départ, sur 10 millions en gros, quelle est la part du scénario là-dessus? Elle est minime, généralement c'est 2%, je crois, il me semble, en France. Même pas. Madame Pujol, vous aviez proposé de répondre. En fiction d'animation, on a donc ce qu'on touche. Les producteurs sont censés nous envoyer donc la feuille de RNPP, c'est-à-dire les recettes après amortissement. Et ce qu'on va toucher, c'est notre pourcentage, donc négocié par contrat, sur leur chiffre d'affaires. Sauf qu'en fait, on nous fait signer des contrats qui ne sont pas négociables, que même nos agents n'arrivent pas à négocier. Pas tout le monde, mais effectivement, nous sommes représentés par des agents qui n'arrivent pas à négocier ces RNPP. Et en fait, on doit rembourser l'avance, le minimum garanti qui nous est donné pour les rémunérations de l'écriture. En fait, on doit le rembourser pour pouvoir toucher ce pourcentage sur le chiffre d'affaires. Et du coup, on signe des pourcentages tellement bas qu'on passe des années à rembourser cette avance qui nous a été faite. Et on ne touche jamais de RNPP. Voilà. Et juste pour un exemple sur l'animation, sur un budget de 6 à 9 millions d'euros, l'enveloppe d'écriture, elle est toujours identique. Elle se situe à peu près à 156 000 euros pour tous les épisodes, pour tous les scénaristes. C'est très peu, c'est assez ridicule. Donc c'est pas là qui sont les principales différences entre hommes et femmes. Manifestement, c'est pas sur ces contrats-là, quoi. C'est plus sur le cinéma. Madame Torelli, vous aviez... Non, vous ne vouliez pas parler? Je dis juste que le RNPP, entre nous, personne n'a jamais vu la couleur de ces RNPP. Personne. Voilà. Donc, vraiment, on cherche la personne qui a touché des RNPP. On la cherche. Et juste préciser que ça fait partie de nos revendications. Oui, vraiment. Sûr, du coup, bien sûr. Bien sûr.
Nous vous remercions chaleureusement pour ce temps et pour vos témoignages. Si vous avez des compléments, n'hésitez pas à nous les faire parvenir par écrit. S'il y a des personnes qui veulent témoigner, dites-leur qu'on est évidemment à leur disposition. Sachez quand même que les témoignages dans cette commission ne peuvent pas être attaqués en diffamation, ce qui du coup quand même protège un peu, mais bon, pas beaucoup, je l'entends, mais voilà, je me permets de le poser. Et surtout, n'hésitez pas à nous faire parvenir l'évolution de vos travaux. Nous, en échange, nous vous informerons de l'avancée des nôtres, et probablement qu'à l'issue du rapport, il y aura un travail législatif pour transcrire dans la loi des choses, et là, probablement, nous ferons de nouveau appel à vous pour qu'au moment de cette transcription législative, il n'y ait pas ni d'oubli, ni d'erreur, ni d'approximation. Merci beaucoup, mesdames, et bon courage.